On ne vend pas tout à fait la data, c'est-à-dire qu'on vend la capacité pour nos clients d'avoir accès à la data qui leur permet de prendre des décisions informées. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la clé. Toutes les équipes, et quand j'ai rejoint Content Square, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'effectivement, on a un niveau de maturité par rapport à l'utilisation et la consommation de la donnée, et le fait d'utiliser cette donnée pour informer des décisions produits qui est hyper intéressant. De forcer nos clients à comprendre comment le produit fonctionne pour obtenir de la valeur. On s'en fout de ça, c'est passé ça, il faut arrêter avec ça. Tu vois, c'est le client vient pour répondre à une problématique qu'il a, comment tu lui donnes le plus rapidement possible accès à cette information-là. Bonjour et bienvenue dans cette saison 2, saison qui parle du product et du ROI. J'ai l'occasion d'accueillir tout simplement Gabriel aujourd'hui. Gabriel, tu es chez Content Square. Bienvenue sur cet épisode. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Trop bien, écoute, tu as une carrière qui est assez impressionnante, plus de 20 ans de carrière aujourd'hui. Tu es passé par Google, Apple, Accor, etc. Aujourd'hui, tu es chez Content Square depuis un peu plus de 8-9 mois, je crois. Quel expert t'a forgé le VP Product aujourd'hui qu'on a en face de nous? Quel expert t'a le plus forgé, tu penses, dans ton passé? Je pense que Apple m'a beaucoup marqué. Apple m'a beaucoup marqué parce que c'est là où j'ai vraiment appris l'exigence, le niveau de détail, la qualité à atteindre, etc. Et avec une marque qui était extrêmement reconnue. Donc, on avait 2 fois plus de pression en interne d'être au niveau de la marque et de ce qu'elle représentait à l'extérieur. Et c'est là où j'ai rencontré des UX évangélistes, des gens qui sont absolument incroyables dans le produit aussi. Ok, c'était il y a combien de temps ça? Ça remonte, c'était en 2011. J'y étais de 2011 à 2015 à peu près. Et tu faisais quoi là-bas? Et alors au début, moi j'ai rejoint le 4 avril 2011 qui correspondait au jour où Steve Jobs partait de l'entreprise. Donc je porte la poisse à la boîte. Et j'étais en charge, j'étais première personne arrivée en France pour développer le marché publicitaire, donc iAd, qui était en fait la version d'Apple de la publicité sur iPhone et iPad. Donc mon travail, il était à la fois, c'est de l'orchestration. Je travaillais avec des agences, des clients, c'était des entreprises du CAC 40, des producteurs, des agences digitales, et on développait en fait des publicités immersives sur les iPhones et les iPads, et moi je devais développer le bureau français. Super intéressant. Voilà. Ok, on aura l'occasion d'en reparler après. Aujourd'hui, tu travailles chez Content Square, plus de 1600 employés aujourd'hui, une centaine de personnes, je crois, côté tech et product. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui? Comment est structurée la tech et le produit chez Content Square? Comment ça marche? Alors, on fait partie d'une entité qu'on appelle EPD, donc c'est vraiment Engineering, Product et Design, qui est évidemment au cœur de la machine de Content Square, puisqu'on est un SaaS B2B. Donc, en termes d'organisation, ça reste assez classique. Donc, on a des équipes, on a des binômes. Donc, moi, je suis SVP produit, j'ai un équivalent côté ingénieur. On a design aussi, et on a la déclinaison au niveau des différents scopes, au niveau des équipes. Donc, on va dire des tribes, et après des squads. Voilà. Qui sont par feature au sein du produit, par brique que vous allez vendre derrière côté sales? Comment ça C'est des modules. fonctionne? C'est des modules. Donc typiquement, moi je couvre aujourd'hui à peu près 70% du scope si on parle de revenus au global, d'ARR. Donc moi j'ai des équipes d'experience analytics, de monitoring, de voice of customer et mobile. Et donc si on prend l'experience analytics, typiquement, historiquement c'est connu parce que c'est le zoning, c'est les fonctionnalités zoning, heatmap, voilà. Tout ça, ça fait partie d'un module qu'on appelle in-page analysis. Et donc dans cette équipe-là, on a un représentant produit, un ingénieur, un design, et on a des équipes qui sont dédiées. Trop bien. Donc, c'est vraiment des tribes qui sont en charge de leur module et qui sont vraiment en autonomie dessus. Exactement. Et que toi, tu chapeautes après au-dessus. Ok, hyper intéressant. Côté data, d'ailleurs, tes products font un peu de data aussi? C'est séparé? Comment ça marche? Alors, c'est un mélange des deux. On a des équipes de data analystes qui accompagnent, qui sont avec les équipes produits. Donc, au quotidien, toutes les semaines, on fait des points et on a des personnes rattachées à ces différentes équipes. Et on a aussi nos product managers qui, par eux-mêmes, peuvent faire des analyses. On utilise des outils internes, HIP, qui est pour le suivi de Product Analytics, Metabase, et on passe aussi par Tableau, typiquement, pour avoir des représentations des dashboards. Ok, on arrive à un paradoxe qui est assez intéressant. Aujourd'hui, vous vendez de la data et vous devez aussi prouver sa valeur auprès de vos clients. Comment aujourd'hui, de manière concrète, chez Content Square, on valide l'impact d'une feature? Est-ce que c'est quelque chose qui est très ancré au sein des équipes?
elles sont très sensibilisées au ROI, in fine, des chantiers qu'ils adressent ou pas? Oui, alors on ne vend pas tout à fait la data, c'est-à-dire on vend la capacité pour nos clients d'avoir accès à la data qui leur permet de prendre des décisions informées. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la clé. Euh, Toutes les équipes, et quand j'ai rejoint Content Square, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'effectivement, on a un niveau de maturité par rapport à l'utilisation et la consommation de la donnée et le fait d'utiliser cette donnée pour informer des décisions produits qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que typiquement, une équipe qui doit bosser sur sa roadmap, elle ne va choisir dans ses investissements que des fonctionnalités qui peuvent avoir un impact, que ce soit sur l'engagement côté utilisateur, la capacité à augmenter le business en termes de, on va dire, ACV, Annual Contract Value, ou d'ARR, etc. Donc il y a des indicateurs business qui sont à la base des réflexions des équipes produits, et quand je dis produits, c'est au sens large, pour avancer. Donc pour revenir sur ton paradoxe, c'est pas tellement un paradoxe, c'est juste qu'effectivement, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients, qui est de dire, OK, quel est l'impact business que va avoir le développement de telle ou telle fonctionnalité. Voilà. C'est juste que nous, on le fait pour, OK, quelles sont les fonctionnalités qui vont permettre à nos clients d'aller creuser encore davantage et être encore plus pertinents quand ils vont vouloir mettre en place des choses sur leur site ou leurs apps. Trop bien. Si tu devais d'ailleurs présenter à nos auditeurs ce que fait Content Square, si tu devais vulgariser un peu la chose, comment tu présenterais Content Square? Alors, il y a plein de façons de le présenter, mais je pense qu'on est un outil d'accompagnement sur l'analyse de la donnée. Voilà, vraiment au sens large. Donc que ce soit pour un site e-commerce, pour une application mobile, pour un site web, c'est pour beaucoup de produits différents. Exactement. Nous, on a pour ambition de proposer toutes les données, que ce soit quantitatives à qualitatives, à nos clients. Donc quantitative vraiment de la partie Product Analytics pur jus, donc c'est-à-dire l'analyse des comportements des utilisateurs, la mesure de la lifetime value, etc. La partie expérientielle, donc c'est ce que j'évoquais rapidement avec le zoning lightmap, où les gens cliquent, où est-ce qu'ils scrollent, etc., que ce soit web ou que ce soit mobile, et demain il y aura d'autres devices, on va dire. Oui. Et à la partie qualitative, donc c'est pas uniquement le quoi, mais c'est aussi le comment et le pourquoi. Donc voilà. Et là, on va rentrer dans Voice of Customer, la capacité à lancer des études via Hotjar, que je pense que beaucoup des auditeurs connaissent. Donc historiquement, une entreprise que Content Square a rachetée et qui nous permet de couvrir justement cette partie qualitative, qui nous permet de couvrir tout le spectre de la donnée, du quanti au quali. Ok, j'ai plein de questions sur la partie justement comment tu exploites la data et comment tu en tires des conclusions intéressantes, mais ça on va le garder pour après. Tu me parlais justement d'ARR, comment aujourd'hui comment on arrive à sensibiliser des équipes qui sont très micro dans leurs tâches du quotidien, etc., à un objectif de la boîte? Est-ce qu'il y a un objectif extrêmement suivi au quotidien? On vous dit, bah voilà, aujourd'hui, en termes d'ARR, on est à ce niveau-là, voilà l'ambition. Et du coup, ça impacte, j'en sais rien, chaque semaine, tu vois, ou chaque mois, les équipes produits à adapter un peu leur stratégie. Comment ça marche? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau au niveau de l'entreprise qui est déjà de la transparence qu'on donne vis-à-vis de tout le monde, pas uniquement côté produit, mais au global dans l'entreprise, sur les chiffres et la performance financière. Donc, voilà, ça, c'est un fait. Donc, à chaque fois qu'on a un all-hands, il y a présentation par notre CFO de la performance, où on en est par rapport au target. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est au niveau en fait, de la direction prise par l'entreprise avec des OKR. Donc typiquement, on va essayer d'influer sur des indicateurs qui sont proches du business, y compris dans la déclinaison côté produit. Et le troisième niveau, et c'est là où on a de la chance, c'est qu'on a des équipes qui sont matures et qui sont assez solides et qui, de facto, comme je disais tout à l'heure, vont chercher à rattacher l'impact qu'elles peuvent avoir sur les fonctionnalités qu'elles développent ou qu'elles améliorent à un objectif business. Donc il y a des North Star Metrics, il y a les OKR qu'elles suivent, il y a des tableaux et des dashboards auxquels ils ont accès semaine après semaine pour voir évidemment l'engagement, mais aussi la performance financière des actions qu'ils peuvent entreprendre. Donc ça circule et c'est un tissu dans toute l'entreprise qui permet... C'est vraiment dans la culture en fait, de la boîte. C'est dans la culture, ouais. Okay, après, je pense qu'il y a une spécificité aussi. On est sur un SaaS B2B, donc tout tourne autour du produit et on est sur un produit où l'objectif, c'est de générer du revenu. Donc, tu me disais d'ailleurs juste avant que c'était ce qui t'avait un peu marqué, parce que tu viens de chez Accor, où effectivement,
tu vends pas un produit, le produit est au service du business. Et puis là, effectivement, tu arrives dans une boîte très produit où tout le monde est très sensibilisé aux objectifs business. Et donc, c'est un vrai changement et quelque chose de hyper intéressant. Exactement, oui. Chez Accor, alors, la part que représentait le produit, donc les produits digitaux, moi j'étais en charge de la partie e-commerce, qui était à la fois les sites web et les applications mobiles. On était entre 15 et 20% du revenu d'un des canaux. Oui. Et on parle de plusieurs milliards de revenus, donc c'est quand même pas anecdotique. Mais c'est effectivement au service de l'activité historique d'Accor qui est remplir des chambres d'hôtel. S'il y a une North Star métrique, c'est celle-là. Là, chez Content Square, l'objectif, c'est évidemment de donner à disposition des insights, mais le cœur du réacteur, ça reste le produit. Donc, tout tourne autour du produit, les équipes commerciales, marketing, le go-to-market. Donc, ouais, la façon d'appréhender l'importance du produit n'est pas du tout la même. Et c'est ça qui m'intéressait. Ok, trop bien. Si tu veux détailler un tout petit peu plus tes 3 KPI que tes clients verront jamais, mais qui guident vraiment ta roadmap produit, ça serait lesquels? Vraiment les 3, tu vois, que tu suis en réunion d'équipe et qui sont super pertinents. La CV, donc Annual Contract Value. Donc concrètement, c'est quelle est la valeur de chaque client qu'on a, la rétention qu'on mesure, la rétention et churn. Et alors, je pourrais en rajouter un 4e. Il y a le gross, évidemment, donc le nouveau business qu'on génère. Et le 4e, c'est la satisfaction client qui se mesure aujourd'hui par du NPS. Alors, on aime ou on n'aime pas. Je ne suis pas forcément fan du NPS, mais au moins, c'est un indicateur un peu qualitatif avec des verbatims qu'on va les suivre, qui nous permettent, et moi qui me permettent de voir un peu si on va dans la bonne direction ou pas. Bon, tu me tends une perche, mais pourquoi tu n'es pas fan de ce NPS? Parce que c'est une photographie à l'instant T et que c'est un peu, je fais l'analogie sur les App Store, souvent vous avez soit les gens qui sont hyper contents, soit ceux qui ont eu une mauvaise expérience qui s'expriment. En gros, il y a un espèce de déclencheur, donc c'est pas forcément hyper représentatif, c'est important parce que c'est un indicateur. Ouais. Moi, j'aimais bien, typiquement, si je reprends le cas d'Accor, le Customer Effort Score. Donc, la difficulté que peut avoir un utilisateur à aller jusqu'au bout de son parcours. Là, c'est concret. On voit qu'effectivement, on a un objectif de départ qui est celui de l'utilisateur ou du client, qui est d'arriver à finaliser sa réservation. Et on va pouvoir mesurer donc, sur tout un parcours. Oui, en même temps, du coup, quand tu es chez Accor, bon, tu te dis que l'objectif, il est assez clair. Hein. L'objectif, c'est d'aller sur ton site, de regarder une dispo et puis de réserver la chambre d'hôtel. Ouais. Quand tu es sur un produit Content Square, c'est, je ne sais pas comment dire, mais tu arrives sur une plateforme où tu as beaucoup de data. Oui. Est-ce que tu peux d'office, tu vois, savoir le point de départ et le point final aussi bien qu'un e-commerce? Pas forcément, effectivement. Alors, ça dépend, puisque la façon dont le produit est utilisé par nos clients, il y a généralement une majeure. Donc, ça peut être typiquement, je suis un client marketing et je vais sur Content Square pour aller analyser la performance de ma landing page, qui peut être la home page. Ouais. Donc, ça, c'est l'objectif. Comment ils vont le faire? Ils vont utiliser un module qui, chez nous, est la zoning ou la heatmap. Et donc, en fait, l'objectif qu'on a à nous, c'est de s'assurer que, ils arrivent à accéder à cette information-là, qu'ils puissent mesurer les informations qu'ils veulent mesurer, le taux de clic, la frustration, le scroll, etc. Et que cette information leur serve pour après faire des actions derrière. Remonter en haut de page ce qui était en dessous du scroll et qui n'était pas forcément visible, remettre un bon, etc. Donc, je pense qu'en termes de parcours, c'est clair. Après, pour revenir à ton point, effectivement, qu'est-ce qui nous permet de mesurer au mieux que cet objectif est atteint et que le client est satisfait? Bon, NPS, c'est un proxy. Nous, on regarde aussi les engaged users. Donc, on fait ça de manière hebdo. Et tu dois coupler en fait beaucoup d'indicateurs pour toi. Exactement. Et un seul indicateur ne suffit pas à atteindre un objectif escompté. Par contre, le juge de paix, c'est rétention ou churn. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Si on sait qu'on perd des clients et que... corrélé à ça, on voit qu'effectivement, le retour qualitatif qu'ils peuvent nous faire, c'est l'outil est trop complexe, j'ai pas réussi ça a mis X temps à réussir à obtenir l'information que je voulais. Ça, c'est clair. Ok, voilà. Hyper chouette. C'est quoi le gros KPI, le gros focus pour toi là, sur les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu as envie de voir évoluer et quel est l'objectif d'ailleurs de la boîte derrière sur les indicateurs que tu as évoqués? Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est la rétention. Donc, pour moi, c'est la rétention. Donc, on a un enjeu historiquement, donc on a Content Square, qui est une plateforme très orientée Visual Analytics. On a fait 2 rachats, HIP, Product Analytics, et Hotjar,
qui est sur la partie Voice of Customer. On est en train de migrer 3 plateformes différentes, 3 cultures différentes, 3 utilisations différentes. Depuis quand, ça, à peu près? Ça fait... Alors, la migration Avant a que démarré, la migration a démarré avant que j'arrive et Ouais. on est en plein dedans. Donc, et un des enjeux quand tu fais une migration, c'est comment tu arrives à générer davantage de valeur. Donc, c'est pas 1 + 1 = 2, mais plus égale 3 ou 4 ou 5. Ouais, c'est ça. Et une des premières façons, c'est évidemment de garder les clients de chacune des plateformes et aussi de continuer à générer du business. C'est-à-dire que la proposition de valeur qu'on va proposer fait qu'on augmente le nombre de clients, la valeur de chaque client, etc. Donc, En fait, les boîtes type Hotjar que vous avez rachetées, etc., Ouais. ça permet à Content Square aujourd'hui d'aller faire du cross-sell plutôt sur ces solutions ou de l'upsell pour pouvoir proposer encore plus de fonctionnalités exactement, à vos exactement, clients. ouais. Ok. Mais c'était un produit séparé qu'on cherche à intégrer. Donc, Oui. par défaut, quand tu rachètes une boîte comme ça, tu génères de l'ACV. Donc, c'est Ouais. un investissement qui génère de l'ACV. Tu le mets dans ton package global. Très bien, l'entreprise croît. Sauf qu'après, c'est comment tu l'intègres, comment nos sales arrivent à faire de l'upsell ou du cross-sell, comment tu augmentes le panier moyen de chacun des clients que tu as, donc le fameux ACV. Et voilà. Donc, ça, c'est comment on s'assure que les clients qui vont arriver typiquement d'un Hotjar, qui est essentiellement un produit aux SMB, aux petites entreprises, très simple, très PLG, self-serve, etc. Ils arrivent dans un produit qui historiquement est un produit très orienté enterprise, pour lesquels on a des équipes professionnelles qui accompagnent, voire qui font à la place de nos clients. Donc tu arrives dans un produit qui est potentiellement beaucoup plus complexe. Comment tu t'assures que ces clients-là trouvent de la valeur, sont pas perdus, c'est pas trop complexe et qu'on les perde pas. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà en fait, de la différence dont les parcours sont conçus, dont le produit voilà, fonctionne au quotidien, Ouais. tu as aussi une différence d'ICP derrière. Exactement. En disant que bah, OK, Exactement. Content Square est vraiment enterprise. Par contre, Hotjar, c'est plus SMB. Donc, Ouais. comment tu arrives à trouver un juste milieu pour que tes ICP puissent aller vers l'autre produit Exactement. sans trouver que l'expérience est vraiment trop différente. Exactement. Et même chose côté HIP, côté Product Analytics. Voilà. OK, trop bien. Est-ce que, justement, on a parlé beaucoup de théorie, est-ce que tu as un peu de concret là-dessus, un exemple de feature où le résultat escompté à la fin de cette feature, après l'avoir mis en prod, etc., a été bien supérieur à vos attentes, ou alors quelque chose que vous avez sorti récemment, tu vois, où vous vous êtes dit, OK, on a vraiment bien joué, le pari qu'on a fait, on parlera tout à l'heure de portefeuille d'investissement dans Ouais. la stratégie produit, le pari qu'on a fait a été gagnant. Alors, je ne pourrais pas partager de chiffres à proprement parler, mais je pense à 2. Dans cette logique d'intégration, typiquement côté HIP, on a la valeur ajoutée d'un produit de Product Analytics par rapport à un produit d'Experience Analytics qui est historiquement Content Square, c'est la capacité à suivre dans le temps les clients. Donc, si je reprends ma casquette, j'étais un ancien Accor. Un des enjeux que j'avais, moi, Tu chez utilisais Accor, Content Square d'ailleurs. on utilisait Content Square, Ouais. effectivement. Un des enjeux qu'on a, c'est j'investis pour acquérir des clients, combien ils me ramènent, la lifetime value des clients. Et la valeur d'une intégration qui a été faite de HIP dans la plateforme, donc vers cette unification, c'était ce qu'on appelle le User Lifecycle Extension, qui permet sur un module qui existe, qui est en fait un Sunburst, qui permet de voir les parcours de sortie des clients, en fait, jusqu'à présent, Content Square, on se limitait à regarder par session. Là, en fait, ça nous amène à travers de multiples sessions. Est-ce que ce client-là, qui est sorti peut-être à la première ou à la deuxième, il est revenu à la troisième ou à la quatrième et il a converti, qui donne de la valeur à nos clients sur, OK, ces utilisateurs, au bout de X temps, peuvent nous générer. Et ça, on a vu, en fait, le taux d'adoption qu'on a eu de cette fonctionnalité, c'est de l'ordre, ça a été absolument incroyable en très très peu de temps, en 2-3 mois. Et vous vous attendiez pas à avoir un tel taux d'adoption? On espérait que ce soit le cas. Vous saviez que c'était attendu, en gros. Voilà, on espérait que ce soit le cas, mais les chiffres nous ont prouvé au cours des 2-3 derniers mois là qu'on était sur du plus, je dirais pas combien de pourcentage. Voilà. Ça, c'est un super exemple de, OK, ça prouve que la direction stratégique vers laquelle on allait, qui est la combinaison de ces deux plateformes parce que l'une apporte à l'autre, va dans le bon sens. Deuxième exemple, c'est l'IA. Alors l'IA, tout le monde en parle. Nous, la façon dont on l'approche, évidemment, c'est on est sur un produit complexe. Donc, comment on arrive à simplifier l'expérience de nos clients? En fait, on a créé un agent, un Sense Chat, ça s'appelle,
C'est pas un agent, mais qui permet en fait de prompter facilement, OK, quel est le taux de conversion que j'ai, où est mon taux de déperdition, etc. Et on voit que l'adoption des clients est absolument incroyable en très 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 peu de temps. Et est-ce que tu arrives d'ailleurs à avoir des insights utilisateurs qui sont intéressants pour ta discovery, pour tes product managers dans ce module IA tel que tu le décris? Oui, alors j'ai pas le... Je sais, on a un document qui récapitule, on se fait des revues régulièrement sur typiquement les prompts. Quelles sont les requêtes, les requêtes qui sont exactement. Ce qui nous oriente un peu sur les attentes. Et une des premières attentes qui revenait, c'était concernant un autre module qui est en fait la performance technique des... exemple, un site web, OK, est-ce qu'il y a des pages d'erreur, notamment sur la partie du paiement? Voilà. Et ça faisait partie des prompts ou des requêtes qui revenaient dans les Moi, je trouve que c'est un outil ultra puissant. Aujourd'hui, l'IA, justement, sur cette partie, OK, quelle est l'intention de mon utilisateur? Exactement. En une phrase courte, exactement. tu te dis, tiens, c'est marrant, j'ai souvent cette requête qui revient. Est-ce que, en fait, je ne devrais pas faire un parcours dédié à ça, tu vois? J'en sais rien, l'identification des 404 à un moment de paiement. Bon, là, on est trop précis, mais tu vois, ça peut être vraiment des insights. Tu dis, OK, aujourd'hui, mon module, je vais l'adapter pour qu'il réponde directement à cette question, tu vois? Exactement. Et c'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui qui est de dire, on a tous les modules, on a l'exhaustivité. Comment on arrive à le mettre, à l'orchestrer de sorte que ça réponde à une intention de nos clients. Et donc là, l'IA nous aide justement à filtrer quelles sont celles qui ressortent le plus et comment nous, on arrive après à créer en fait à la volée, du coup. Donc ça, c'est encore un autre produit IA qui permet de générer à la volée en fait les réponses à ces attentes-là, de sauvegarder, de revenir après et tout ça. Plutôt que de devoir, et c'est ça que moi je veux personnellement fixer, le fait de forcer nos clients à comprendre comment le produit fonctionne pour obtenir de la valeur. On s'en fout de ça, c'est passé ça. Il faut arrêter avec ça. C'est le client vient pour répondre à une problématique qu'il a. Comment tu lui donnes le plus rapidement possible accès à cette information-là? Et l'IA nous permet de faire un raccourci, court-circuiter en fait toute cette courbe d'apprentissage qui jusqu'à présent était nécessaire. Pour partir plutôt du problème ou de la question du client et pour arriver directement à la solution sans devoir s'adapter à une interface particulière. Ok. À l'inverse, tu m'as cité deux choses. Donc, tu m'as cité effectivement l'intégration et puis la partie IA. Est-ce que tu as quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez planché, etc., pendant quelques semaines et qui n'a pas vraiment montré ses preuves? Vous avez dit, tiens, on a été déçus. Et comment ça s'est passé? Et puis, est-ce que vous avez rebondi ou est-ce que vous avez dit, bah non, tout simplement, on kill la feature? Il n'y en a peut-être pas un, mais c'est intéressant. Là, récemment, j'ai pas d'exemple. Non, j'ai pas d'exemple précis que je peux te partager là autour de ça. On a encore des attentes, ça c'est sûr. Il y a encore sur des parcours que vous avez sortis, vous avez dit on attendait ça. On l'a pas totalement, mais on a quand même une lueur au fond du tunnel. Ouais, exactement, parce que la première version de ce qu'on a sorti est même pas au niveau de ce qu'on voulait faire. Donc c'est work in progress. Donc c'est trop tôt pour tirer des conclusions et pour dire que c'est déceptif par rapport aux attentes qu'on avait. Et tu sens que vous avez une culture aujourd'hui où typiquement, si vous n'êtes pas à la hauteur des attentes, sur un parcours, sur quelque chose que vous aviez anticipé, vous arriverez à killer une feature, à vous dire c'est pas grave, on va pas s'acharner, on va killer ça et on va reprendre d'une autre manière ça. Vous sentez que vous êtes quand même assez itératif là-dessus en interne? Oui. Il n'y a aucune... Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Ce qui compte, c'est délivrer la valeur pour le client et générer du business pour l'entreprise. Donc, à partir de là, il n'y a pas de... Super. Ouais. En tout cas, moi, j'arrive avec ce recul. Avec ce mindset-là, donc c'est l'essentiel. Exactement. Trop bien. Maintenant, parlons un peu de la partie business, ROI, ça m'intéresse pas mal. Aujourd'hui, on parlait, juste avant notre déjeuner, un peu d'upsell, de cross-sell, comment c'était géré, quelle était votre relation avec les équipes sales. Et tu me disais justement que vous aviez quand même beaucoup d'influence sur cette partie vente. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus d'où ça vient et concrètement comment ça se matérialise au quotidien? C'est vrai que c'est une grande différence vis-à-vis de mon expérience précédente qui était très orientée B2C du coup, mais en fait toute la stratégie go-to-market qu'on peut avoir, les réflexions qu'on a côté produit, on se pose systématiquement la question de ok, est-ce que quand on en parle là, on parle de nouveaux clients, de clients existants? Est-ce qu'on est sur uniquement de la croissance comme je disais, de l'ACV? Est-ce qu'on est sur de l'upsell? Quelle est la part de l'expansion qu'on peut attendre? Quand on réfléchit à nos investissements, qu'ils soient annuels ou trimestriels, ou dans les discussions qu'on a sur les roadmaps avec nos équipes, c'est OK, à combien vous estimez l'incrément
sur l'expansion, les distinctions qui se font sur les géographies. Ça reste tout ce que je te dis là, c'est des conversations internes à l'équipe produit, tech et design. Donc ton product manager, il va être conscient que si demain il travaille sur tel nouveau module tel nouveau micro-module dans son module, il va devoir générer soit plus de rétention, soit de la valeur supplémentaire pour augmenter, j'en sais rien, la valeur du plan. Ouais. Et il va en être conscient et il va vraiment faire ses calculs et sa stratégie d'investissement dans un portefeuille. Il va être accompagné, exactement, il va être accompagné par les analystes, donc, qui leur permet d'avoir accès à toute la donnée nécessaire, la donnée historique, qui permet de faire des projections, qui peuvent être ensuite confrontées ou pas aux prévisions financières aussi, puisque ce sont des équipes distinctes. Après, ils vont choisir l'angle qui leur paraît le plus pertinent par rapport à l'évolution du produit qu'ils gèrent. Hein. L'objectif, c'est pas à chaque fois traite les new, les existing customers, et puis en plus, cerise sur le gâteau, et je veux de l'expansion. C'est pas forcément systématiquement le cas, mais il faut effectivement qu'il y ait cette réflexion, et ça fait partie des discussions qu'on a quand on fait des points de review sur... qui nous présentent, OK, j'aimerais faire cet investissement sur les 6 prochaines semaines, d'accord, pas d'accord. OK, quels sont les indicateurs business et est-ce que ça touche à ça? C'est hyper stimulant, je pense, pour les équipes produits aussi d'être sensibilisées à ça. Ça donne un vrai sens en fait à ce que tu viens réaliser au quotidien. Exactement. Quoi. Et c'est eux qui l'amènent. Hein. On n'est pas en train de dire n'oubliez pas de penser aux objectifs business, est-ce que ça va servir de l'expansion ou de l'upsell? C'est eux qui l'amènent. Ça, c'est ma base. OK, qu'est-ce que je fais à partir de ça? Okay. Et l'élément de réponse, pour compléter, c'est ils sont en rapport avec les équipes sales, ils sont en rapport avec les équipes customer success aussi. Donc, en fait, ils ont un retour aussi assez direct des clients internes et des utilisateurs internes que sont les sales, l'avant-vente et tout ça sur... en fait, il nous manque ça, on aurait besoin de ça, on était en compétition avec tel autre concurrent sur le marché. Si on avait eu ça, ça aurait pu nous aider. Et là, après, c'est approprié par les équipes produits et ils vont faire le travail d'investigation. Ça représente combien en termes de part de marché? Quel est l'incrément qu'on peut aller chercher? Est-ce que ça va répondre à telle typologie de clients, nouveaux ou existants? Est-ce que ça répond à l'OKR dont je parlais tout à l'heure ou pas? Si ça ne répond pas, on met sur l'étagère. Si ça y répond, est-ce qu'on veut le prioriser versus une autre chose qui aurait un effet de levier moins important par rapport à l'atteinte des objectifs. Donc, c'est une mécanique qui existe, qui est fluide. Toutes les équipes au sein de Content Square ont ça. Effectivement, c'est hyper stimulant par rapport à un autre contexte où tu pourrais dire ce qui prime, c'est quand est-ce que ça sort et je ne sais pas, quand est-ce que ça sort, à la limite. Ok, et si je reprends un peu cette image donc, du portefeuille d'investissement, c'est-à-dire que j'ai plusieurs niveaux de risque, comme un portefeuille d'investissement en bourse. J'ai un niveau de risque élevé, mais ça veut dire que du coup, effectivement, je vais investir pour un revenu qui est assez incertain, mais qui potentiellement pourrait rapporter x2, x3, et j'ai un niveau de risque qui peut être beaucoup plus faible. Est-ce qu'aujourd'hui, tu donnes cette latitude naturellement à tes équipes produits de se dire, OK, j'ai aussi possibilité d'aller faire un investissement sur une feature assez disruptive, mais sur lequel j'ai moins d'insight, ou est-ce que tu sens que c'est quand même quelque chose que vous travaillez encore parce que c'est l'objectif, la tendance, mais que ce n'est pas encore trop le cas? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on est dans un contexte au niveau de l'entreprise, comme je disais, où on est encore sur l'unification des plateformes. Oui, donc, il y a quand de même... par ces rachats. Exactement. Donc, en fait, il y a un travail de fond qui est quand même assez conséquent de comment on arrive à merger, comment on génère de la valeur sur des fonctionnalités qui existent avant, etc. Donc, tu peux te dire que nos équipes, elles ont quand même une roadmap qui est assez chargée avec ce sujet-là. Oui. Maintenant, pour reprendre ton point, ce qui est intéressant, c'est que je vais de plus en plus, moi, les challenger pour leur permettre de réfléchir à, proposer des choses un peu disruptives. N'hésitez pas à aller tester un peu des innovations, des trucs qui sont adjacents à ce que vous faites, mais qui potentiellement, demain, pourraient être un angle intéressant d'innovation et un levier supplémentaire auquel on ne pense pas aujourd'hui. Donc, un exemple concret, c'est, je te parlais du zoning, heatmap, c'est historiquement les modules qui sont les plus utilisés et tout. On réfléchit à une partie qui soit beaucoup plus journée, donc parcours utilisateur, mais visuel. Comment on arrive à représenter ça? On a eu des premiers échanges avec des équipes produits en interne, hyper intéressants, où ils nous ont présenté un peu leur vision, ce qu'ils voudraient faire et tout. Et j'aurais dit, les gars, quand est-ce qu'on démarre? Alors attends, parce qu'en fait, c'était pour être pro. J'ai dit, mais non, mais allez-y. On a un hackathon qui est prévu bientôt, pourquoi vous ne le poquez pas? Est-ce qu'on peut faire un MVP? Est-ce qu'on peut tenter? Libérer de la bande passante, faites-le. Donc, ils ont l'idée. Ouais. Ils ont juste besoin d'être accompagnés dans le « OK, on y va ». On y va, génial, on teste. D'ailleurs, tu disais que c'était
ce qui avait été intéressant quand tu es arrivé, parce que tu es arrivé en tant qu'utilisateur du produit. Exactement. Et tu as livré un peu ce constat, mais qu'on livre tous, peut-être quand on est dans des organisations, c'est-à-dire que souvent on s'attache aux micro-détails, etc. Quand tu travailles sur une partie du parcours, par exemple, de conversion, et en fait, tu oublies de prendre à un certain moment du recul en te disant, mais est-ce que mon objectif global est atteint? Est-ce que j'ai pas quelque chose d'autre à aller chercher que la micro-optime? Et tu disais que ça avait été un peu ton constat en arrivant, c'est ok, mais sortez juste du micro-détail, ne l'oubliez pas, mais sortez-y pour aller prendre du recul et faire sortir et émerger des nouvelles innovations. Oui, exactement. J'étais donc en tant que VP produit e-commerce chez Accor. On utilisait, ou mes équipes utilisaient Content Square très régulièrement avec des équipes analytics chez Accor. Et en arrivant, moi j'ai toujours eu, et tu me parlais quelle a été l'expérience la plus marquante professionnellement. Alors Google l'était aussi, mais Apple, tout tourne autour de l'expérience utilisateur. Et Bien en sûr. fait, quand je suis arrivé chez Content Square, et ce sur quoi j'insiste encore aujourd'hui, c'est de dire, en fait, vos équipes marketing ou produits chez les clients, leur job, c'est pas de passer leur journée dans votre outil. S'en foutent. Le Content Square, comme n'importe quelle autrice, ce n'est qu'un moyen au service d'un objectif qui est d'augmenter le revenu. Chez Accor, mon objectif, c'est d'augmenter la part du revenu, du web direct, etc. Que j'utilise Content Square, Amplitude, Full Story, whatever, quelque part, on s'en fout quand on est un client. Donc en fait, comment faire en sorte que nos équipes en interne s'approprient, fassent preuve de cette forme d'empathie, en tout cas des clients, pour dire, OK, j'ai réussi si je me mets à la place de mon client et dont l'objectif n'est pas de passer du temps dans la plateforme, mais d'obtenir l'insight qui lui permet ensuite d'aller faire les modifications dans son propre produit, donc son application mobile ou son site web, pour aller générer du revenu. Et le meilleur retour que je puisse avoir, c'est grâce à ces insights, j'ai augmenté de plus X% la part du revenu généré sur mon produit que je n'aurais pas eu si. Voilà. Ouais, ton retour il est hyper intéressant, c'est-à-dire que Content Square ne sera pas valorisé parce qu'on a un énorme taux d'engagement, enfin pas un taux d'engagement, mais parce qu'on a beaucoup de visites dans la journée d'un utilisateur. C'est plus à quel point, par exemple, le CMO qui s'intéresse à sa page d'accueil, sa landing page, etc., pour voir si ses offres convertissent. C'est à quel point, effectivement, il fait juste un clic avant sa réunion de 9h30, il est 9h28, et il arrive à avoir la data en 2 secondes et à la présenter juste après à son équipe, quoi. Après, on peut aller plus loin encore. Donc, effectivement, c'est l'accès, la rapidité, time to value, la rapidité d'accès à l'insight qui lui permet de... On veut aller plus loin dans l'actionnabilité, puisque c'est effectivement, c'est pas tout d'avoir des insights, c'est comment tu arrives à les activer. Et on parle de la roadmap là, de nos propres équipes, mais y a un temps limité dans la journée, on peut pas tout faire et tout. Donc, comment on arrive à non seulement proposer les insights, mais permettre en fait à nos clients de les activer aussi depuis la plateforme. Donc, c'est comment on passe à cette étape-là. Hyper intéressant. On travaille dessus. On a des intégrations plus ou moins poussées et tout ça, mais c'est aussi un des sujets pour que la conclusion qui soit faite par le CMO, c'est j'ai une opération qui va arriver, je veux pouvoir tester plusieurs variations, je veux pouvoir la lancer. Content Square m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'avais trop de friction, ou j'avais de la déperdition par tel canal ou sur telle page d'arrivée. M'a proposé des modifications. En un clic, c'est implémenté, c'est testé. On a obtenu un incrément de X%. J'ai fait mon job et je peux les présenter à mon N+1. Ouais, voilà. Hyper intéressant comme cas d'usage. On parlait tout à l'heure de job to be done, mais c'est ma question d'après. Juste avant, c'est quoi ta recette pour aujourd'hui sortir une feature qui génère du MRR incrémental? Si tu devais décrire ça, là, tu es en cours sur un banc de l'école et tu dis aujourd'hui, moi, ce que je vois comme parcours pour un product manager qui se dit « Ok, j'ai un objectif d'atteindre tel MRR sur telle feature. Voilà les étapes à suivre pour être sûr que ta feature va délivrer la valeur escomptée. » Bien connaître ses clients déjà, ça c'est le point de départ de tout. Et souvent, on a tendance à parler des clients et pas aux clients. Oui. Donc ça, c'est le premier truc. Et mine de rien, on a tendance à souvent faire des raccourcis. Donc avoir une connaissance la plus complète possible du segment ou du sous-segment que tu veux adresser. Pour comprendre les pains, hiérarchiser tes pain points, ça peut être un arbre d'opportunités, obtenir du qualitatif, du verbatim, faire tes projections. Alors le problème des projections, c'est que ça reste un exercice un peu théorique, mais tu peux quand même te dire voilà l'incrément que je pense pouvoir obtenir. Alors est-ce que ça répond à ton objectif de MRR ou pas? Mais en tout cas, tu as une trajectoire. Donc si tu rationalises en
je connais mon client, je sais quelle est la problématique principale à laquelle il faut que je réponde, que ça me permet, si je traduis ça en termes d'objectifs chiffrés, que je mets dans un arbre d'opportunités, que je vois la projection qui est faite parce que c'est complété d'une analyse data, etc., bah voilà, je dois pouvoir voir ce sur quoi j'atterris, en tout cas. Ok. Et d'ailleurs, Voilà. tes équipes produits, ça leur arrive de participer à des calls commerciaux parce que je crois qu'il y a toute une Oui, partie qui est en PSG, toute la partie sur le SMB. Je pense que vous lui laissez la oui. possibilité de convertir directement votre produit, mais je crois que tout le reste, Enterprise, est encore beaucoup conditionné à des démos. Oui. Donc, est-ce que tes product managers arrivent à des démos et tirent des insights intéressants? Ils font tous des calls, effectivement, voilà, de manière régulière, dès qu'ils ont besoin aussi de faire de la discovery. Ils Voilà. pingent un sales en disant hello, est-ce que je peux participer au prochain Exactement. Est-ce que je call? peux participer? Ouais, voilà. Ou en Ok. avant-vente ou des calls démo. Là, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle un Customer Advisory Board, qui est en Ouais. fait un regroupement de quelques clients clés avec qui on veut travailler. Donc, pendant un mois, et moi y compris, hein, je passais du temps, 30-45 minutes, avec des clients donc d'un segment bien identifié, échanger avec eux, comprendre quelles sont leurs problématiques, pas forcément spécifiquement liées à Content Square, parce qu'à nouveau, leurs problématiques ne sont pas Content Square, Bien sûr. et échanger avec eux et avoir en fait ce pool-là de clients avec qui on peut échanger au fil de l'eau sur, on a des réflexions sur l'évolution de notre pricing, sur des nouvelles fonctionnalités, sur quelles sont les frictions dont il faut absolument se débarrasser, etc., etc. Voilà. Ok. Ça fait partie du quotidien des équipes. Trop bien. Dernière question sur la partie ROI, promis. Tu parlais de churn tout à l'heure. Oui. Comment on pallie au problème du churn aujourd'hui chez Content Square? Quelle sera ta prochaine action, tu penses, que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir déjà amorcer cette réduction que tu envisages? Alors, il y a plein d'initiatives autour de la réduction du churn. La première, donc, c'est de comprendre les raisons du churn. Donc, c'est-à-dire que quand on dit churn, les raisons peuvent être multiples. Ça peut être tout simplement une perception du prix ou de la valeur du produit qui n'est pas assez forte pour les clients. Donc, comment tu réponds? Plusieurs façons. Tu peux te dire, soit tu mets plus de fonctionnalités sur le même prix pour augmenter la perception de la valeur perçue, enfin de la valeur, pardon. Soit tu réduis le prix, donc ça peut être des discounts. Ouais. Ça peut être aussi un travail fait sur le produit à proprement parler si le problème évoqué, c'est la complexité. Donc, comment tu arrives à simplifier ton produit. Tu vois, en fonction, ça peut être aussi, si tu as un nombre important de clients dormants, comment tu les actives, comment tu les réactives. Voilà. Donc, point de départ, c'est quelles sont les raisons du churn. Ouais, Et en bien fonction, comprendre ça et puis exactement, après et en fonction, mettre en on place adapte. Voilà. des petites actions pour y pallier. Donc, on a plein de. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a plein d'approches différentes qui permettent d'y répondre. Et c'est le cumul de toutes celles-là qui font qu'on arrive ou pas à réduire le churn. Ok, très intéressant. Bon, maintenant, focusons un peu plus sur la partie data. Oui. La data, c'est quelque chose dont tout le monde parle aujourd'hui. Récolter de la data dans tous les sens, on sait le faire. D'ailleurs, Content Square permet d'avoir accès à cette data. Comment aujourd'hui on apporte de la valeur dans ce contexte-là où de plus en plus d'acteurs mettent à disposition de la data? Quelle est un peu la vision de Content Square là-dessus? C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'actionnabilité, je pense, de la data qui compte. Donc, en nous, on a deux enjeux. Le premier, c'est d'être ce qu'on appelle one source of truth. Donc, en fait, de se positionner vraiment comme l'acteur de référence et qui est l'agrégateur de toutes les données à disposition pour le client pour pouvoir prendre des décisions Donc, par exemple, tu viens importantes. agréger quoi sur Content Square demain? Toutes les données possibles, donc du data lake existant côté client, les données product analytics, les events, les sessions, les données utilisateurs. On peut aussi faire le pont avec des données liées à l'A/B testing, la personnalisation, les intégrations liées au CRM, etc., etc. D'accord. Donc il y a un enjeu qui est d'être la couche à la fois du quanti au quali des données. Oui. Le deuxième enjeu, c'est de rendre ces données, donc la qualité de la donnée, la gouvernance de la donnée, qui est hyper important évidemment pour toutes les équipes data et tous ceux qui ont cette expertise au niveau de la donnée, puisque en fait, une donnée que tu ne peux pas, en laquelle tu n'as pas confiance, aucune valeur. Donc ça, il faut s'assurer de cet élément-là. Le troisième, c'est de rendre cette donnée intelligible. Donc comment, sur la base d'une montagne de données qui est collectée, on arrive à transformer la donnée en information utile. Ça, pareil, c'est un enjeu de la plateforme aujourd'hui. Et une fois que tu as l'information utile, comment tu arrives à la rendre actionnable? Parce que le tout, c'est pas d'avoir l'information, c'est de pouvoir agir dessus.
Et c'est cette actionnabilité-là qui donne de la valeur à la donnée. Donc, on passe vraiment par ces différentes étapes et nous, on est présent sur chacune de celles-là. Tout l'intérêt peut-être de l'IA d'ailleurs, justement, dans cette vision que vous portez. C'est-à-dire de se dire, on arrive à tirer des conclusions peut-être de différents modules aujourd'hui de Content Square, etc. Et de tout agréger en fait en une seule décision finale et de la donner clé en main au client pour que lui puisse aller plus loin s'il le souhaite. Tu vois. Alors ce sera rarement une seule information qui te permet de... Ce sera par exemple... en fait, ton expérience client, elle peut être influencée par la performance technique, tu vois, le temps de chargement de ta page, le fait que tu aies des erreurs sur ta page. Donc, toute la dimension technique, hyper importante. Ensuite, tu as la qualité de ton expérience, mais pas en tant que telle, c'est en fonction du segment que tu adresses, l'audience. Je suis CMO, je cherche à adresser les clients qui reviennent sur mon site régulièrement. Alors, donc ça, l'audience est importante et la qualité de l'expérience que je vais avoir. Ensuite, tu as la capacité à proposer un parcours qui est le plus fluide et qui répond aux besoins que tu veux adresser via ta campagne, etc. Tout ça sont des éléments dont il faut tenir compte pour... et donc, tu dis, tu as la partie monitoring, tu as la partie expérience, tu as la partie session, tu as la capacité à mesurer dans le temps le retour sur investissement entre guillemets de ton client, donc aussi bien le ROAS que le lifetime value de ton client. Voilà. Et donc nous, ce qu'on pourrait faire via l'IA, c'est d'agréger ces différentes informations en disant, en fait, on se rend compte que tu gagnerais à optimiser de X millisecondes et tu vois que l'impact que ça peut avoir en termes de business, c'est de temps. Ça, c'est une information qu'on donne via Content Square directement, concret, c'est sonnant et trébuchant. De la même façon qu'on peut dire, en fait, on se rend compte que ta campagne marketing, tu as mis en avant des produits qui sont above the fold ou below the fold, qui sont jamais vus, donc jamais cliqués. Et potentiellement, tu as investi des agences et beaucoup de budget média sur quelque chose qui n'est pas visible ou qui n'est pas cliqué. Donc, tu gagneras à le remonter. Tu vois, tu peux avoir plusieurs façons de répondre. Mais je te citais l'exemple ce matin j'étais sur Google Ads, tu vois, pour étudier des conversions. Et c'est vrai qu'ils ont sorti récemment une feature qui te permet d'identifier peut-être les hypothèses pour lesquelles ta conversion aurait pu augmenter durant cette période. Et c'est vrai que en fait, j'y avais jamais trop pensé, tu vois. Je savais que j'avais une certaine zone de flou sur certains éléments. Et c'est vrai que ce matin, j'ai regardé, ils m'ont cité l'augmentation du volume de recherche tout simplement sur la requête cible, plus d'autres composantes qui font que, en fait, tu arrives à avoir un accès à des premières conclusions qui est beaucoup plus rapide et qui te permet toi-même d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir ensuite adapter tes décisions sur le futur. Et il y a l'autre pendant qui est effectivement la dimension prédictive. À quel moment tu peux te dire que, en fait, on pense que tel utilisateur... avec le track record sur les autres années ou des utilisateurs sur le même segment. C'est ça. Et donc ça, c'est une valorisation de la data à laquelle on a accès, nous, chez Content Square, pour justement demain être plus prédictif. Et où aussi, ce qui se fait beaucoup... je l'ai vu beaucoup dans les grandes entreprises, c'est comment tu te compares à tes concurrents. Donc la notion de benchmark, à quel point, je ne sais pas moi, 3,5% de taux de conversion, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Comment mon marché est exactement, et comment je performe par rapport à mon marché. Et souvent dans des entreprises, je reprends Accor, mais c'était vrai dans d'autres entreprises, en fait, un des enjeux, c'est de se dire... la concurrence fait 4 points, moi, il faut que je fasse 4,5. C'est quelque chose que vous pourriez faire, ça d'ailleurs, tu vois, j'en sais rien, sur Content Square, en vous disant, on arrive à identifier les clients et leurs concurrents. Si jamais, je dis n'importe quoi, tu vois, on a le concurrent, on pourrait très bien dire, la moyenne dans ton secteur se situe plutôt à ce niveau. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on propose, C'est ce qu'on propose. Excellent. Mais ce qui serait intéressant, ou encore plus intéressant, donc ça, le benchmark, c'est intéressant d'un point de vue, on va dire... top management, puisqu'en fait, tu as besoin d'avoir des jalons pour te dire on est bon ou on n'est pas bon. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, en fait, on est capable, avec des modèles prédictifs, de te dire, en fait, tu as ta trajectoire de croissance, elle est comme celle-ci. Et voici les recommandations qu'on te fait qui te permettraient peut-être de réduire la friction, augmenter la conversion, bien sûr. Qui te permettent de les atteindre. Je trouve qu'il y a quand même cette tendance aujourd'hui dans les SaaS à avoir des parcours assez actionnables, des parcours en interaction. Tu vois, je te parlais de Payfit que j'ai rencontré la semaine passée. Tu vois, c'est vrai que, alors oui, c'est un logiciel plutôt utilitaire au quotidien qui nous permet de clôturer la paye, de faire des actions. Mais je trouve que le fait d'avoir des parcours où tu commences à un point A et tu sais que tu vas finir à un point B,
par exemple, toi, tu citais chez Content Square l'intérêt des gens pour le zoning. Donc, pour de savoir qu'est-ce qui te convertit le plus rapidement possible. De pouvoir lancer un parcours totalement en disant je viens pour ça et de tirer la conclusion à la fin, c'est des choses qui sont assez intéressantes et assez tendances dans le SaaS actuel pour pouvoir justement remplir ta mission, quoi. Je pense que ça répond à la question fondamentale de la valeur que tu apportes à tes clients. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis très soucieux du temps que peuvent et que doivent passer nos clients dans des outils. C'est hyper parce que bien sûr. c'est la valeur la plus le temps et personne n'a de temps. En tout cas, les directions en ont pas beaucoup du coup, et notamment les opérationnels. Comment tu maximises le temps passé? Donc le temps pour obtenir la valeur, et pour pouvoir minimiser ce temps-là, l'enjeu, c'est comment tu traces ta route pour qu'elle soit la plus sans embûche possible jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Pourquoi tu as ouvert l'outil? Pour faire telle action. Et en même temps, tu vois, souvent je me dis, c'est bête, mais par mail, je reçois des rapports hyper complets, tu vois, sur certains cas. Exactement. Et c'est vrai que je me dis, bon, il y a quand même peu de moyens derrière de savoir pour eux si vraiment ils ont répondu à mes attentes à travers ce mail. Alors oui, tu peux regarder combien de fois je l'ai consulté, effectivement, tu vois, le temps que j'ai passé, etc. Mais je me dis, c'est bête, ils ne le savent pas, mais par contre, ils m'apportent beaucoup de valeur dans ce mail-là que je consulte chaque semaine avec beaucoup d'intérêt. Mais je me dis, je ne sais pas s'ils arrivent vraiment, tu vois, à cerner ça. On n'arrive pas encore aujourd'hui à cerner complètement ça. Je pense que le proxy, par défaut, on n'a pas accès au taux d'ouverture de mail ou quoi que ce soit. On pourrait avoir des... Enfin, je pense, je veux pas me... Je pense qu'on peut avoir des espèces de bait où on dit clique là pour avoir accès à un rapport plus étendu, et comme ça on mesure le taux de clic. Après, moi, ce que je veux mesurer, c'est est-ce que tu restes client chez nous ou pas? C'est ça, en fait, la dernière métrique. À minima. Donc, le fait qu'on puisse se dire, et ça, c'est un enjeu aussi pour nous, c'est que la donnée, en fait, on veut donner de l'intelligence à la donnée, mais elle n'a pas besoin de vivre que dans la plateforme. L'idée, c'est de pouvoir, pour toi, si c'est plus facile pour toi de l'utiliser dans Slack ou de la consommer via email, ou c'est un des cas d'usage sur lesquels on réfléchit aussi, de dire, tu es à 5 minutes de faire un point avec tes investisseurs et tu as besoin savoir on a donné quoi sur ce parcours quand on a fait cette campagne-là. Que tu puisses avoir accès à cette information dans ton écosystème, dans ton monde à toi, c'est ça qui compte au final. C'est ça le plus important. Donc, même si tu perds un peu d'engagement utilisateur sur ton produit en tant que tel, c'est pas pour autant que tu délivres pas la valeur escomptée. J'en viens presque à croire que l'engagement sur mon produit quand il s'agit d'un SaaS, c'est pas une bonne métrique. Parce que ça revient à dire que le temps que les opérationnels, product ou data passent sur mon produit, c'est du temps qu'ils ne passent pas à bosser sur leur propre produit. Ok, très intéressant. Maintenant, évoquons un peu les expérimentations que vous pouvez mener en interne. Est-ce que, alors oui, je sais que vous êtes dans une période effectivement de consolidation des boîtes que vous avez rachetées surtout. Est-ce que toi-même, de ton côté, tu te dis ok, je vais lancer quelques expérimentations, ou alors tes équipes, il y a des équipes dédiées à l'expérimentation de nouveaux modules, de nouvelles fonctionnalités. Quelle est un peu ta vision là-dessus, justement, sur ce portefeuille d'expérimentation? Alors, expérimentation, c'est un terme très précis. Du coup, quand tu me dis expérimentation, pour moi, c'est de l'A/B testing, tu vois, par exemple. Ok. Donc, alors, plutôt d'expérimentation d'innovation, tu vois, que vous lancez. Ouais. Alors, sur la partie innovation, oui. Alors, c'est déjà même quasi formalisé chez Content Square, puisqu'il y a des hackathons. Donc, vous avez des hackathons réguliers? Exactement. Il y en a un qui est prévu en janvier prochain. Donc, constitution d'équipe, les sujets identifiés, etc. Il y a déjà quelques sujets de ce que tu m'as dit. Exactement, il y a déjà des sujets identifiés. Voilà. Donc ça, c'est un peu formalisé au niveau de l'entreprise. Et voilà, c'est un moment de partage, c'est génial. Ensuite, il y a de toute façon, et ce qu'on évoquait un peu, c'est chaque équipe est maître de sa roadmap et peut avoir une partie de son temps qui est allouée à tester des choses. Voilà, ça peut être donc on a de l'optimisation de l'existant, mais il peut y avoir aussi du. Voilà. Moi, mon avis, c'est que c'est quasi une bouffée d'oxygène. C'est indispensable de pouvoir faire ça. Il y a le run, l'optimisation, et il y a besoin de pouvoir aller. Tu as besoin de t'éclater sur des nouveaux trucs. Exactement. Ouvrir les chakras, tester, se casser les dents aussi, mais faut prendre des risques. Bien sûr. De toute façon.
Donc voilà, donc ça fait partie, je sais que moi, à ça titre fait partie personnel, intégrante de l'entreprise. exactement. Et de sa culture. Et moi, dans mon temps libre, je continue à passer du temps à bidouiller des trucs, à tester, à me planter, à passer des heures et des week-ends sur des side projects parce que voilà, j'adore ça. Incroyable. Et C'est ça la recette. Et je comprendrais pas, tu vois, que j'ai pas des équipes qui soient à minima curieuses de tester des nouveaux trucs et plus de demander l'autorisation et le blanc-seing pour pouvoir le faire que moi de devoir les pousser, quoi. Okay. Ça, ce serait plutôt un signal d'alarme pour moi. Ok, intéressant. Maintenant, passons sur l'IA. On a parlé de la data avant, on a parlé du ROI. L'IA, moi, je trouve qu'il y a 3 manières de la voir. Il y a un peu le côté nice to have, un peu le côté auquel l'IA me génère du revenu, et un peu le côté l'IA est mon assistant. Comment aujourd'hui, et est-ce que vous y arrivez d'ailleurs, comment vous arrivez à prouver la valeur d'un chantier IA, d'une feature IA que vous allez déployer? Alors, on n'a pas forcément besoin aujourd'hui de prouver la valeur de l'utilisation de l'IA sur le produit. Bon, il y a 2 utilisations de l'IA. Il y a l'utilisation, on va dire, interne et productivité. Donc Bien sûr. La case est cochée, on travaille. Ensuite, il y a l'utilisation de l'IA pour améliorer le produit. Ça, en fait, c'est John Cherky, le CEO et fondateur de Content Square. C'est son credo. On sait que c'est une orientation forte. La raison, elle est toute simple. C'est que l'IA nous permet de prendre des raccourcis et d'offrir des raccourcis à nos clients. Comme je te disais, le but d'un client, c'est pas d'avoir une courbe d'apprentissage de X semaines ou mois sur comment utiliser Content Square pour obtenir les informations dont il a besoin pour faire son propre business. Donc ça n'a pas de sens. Du coup, l'IA est un levier qui nous permet justement de donner accès plus rapidement à ces informations-là. Donc de ce point de vue-là, et c'est les investissements qui ont été faits ces dernières années, c'est les produits qui sont sortis, que ce soit SenseChat, que ce soit l'analyste qu'on a sorti aussi là très récemment et qui a été annoncé au CX Circle. Tout ça permet en fait à nos clients, en quelques prompts, d'avoir accès au meilleur de ce qui existe chez Content Square sans avoir la courbe d'apprentissage. Si on devait vulgariser, ce serait un chat GPT branché uniquement sur la donnée aujourd'hui, oui, du site et qui te permettrait d'avoir toutes les réponses à tes questions. Aujourd'hui, ouais. Sans aller chercher de l'information exactement, publique ou Internet. Donc ça, c'est aujourd'hui. L'étape d'après, c'est les logiques de data qui va à l'extérieur, c'est les MCP. C'est les agents aux agents. L'exemple que je peux te donner, c'est typiquement la capacité dans l'interface Content Square. On a fait un partenariat avec Chameleon qui permet en fait depuis Content Square de faire un A/B test et de voir que de proposer une version alternative et de lancer Chameleon pour prompter la version alternative de la page de destination. Donc, énorme. Et en un prompt, le client il va pouvoir créer et générer à la volée la version alternative et mesurer la performance de cette version-là. Voilà, ça c'est un exemple. On va aller plus loin, puisque en fait, quand on parle de ChatGPT, quand on parle des agents, quand on voit ce que font tous les acteurs, donc OpenAI avec Atlas, quand on voit les browsers, j'utilise pas mal Comet aussi. Comment nous, en tant que Content Square, et quand je te dis que l'objectif c'est d'être one source of truth, on arrive à intégrer aussi la dimension l'analytics associée aux agents pour mesurer la performance des agents. Je suis une marque, par exemple. Je reprends l'exemple d'Accor. J'ai développé mon propre GPT interne ou je développe un GPT que je vais mettre en face de nos clients pour leur permettre en un prompt de trouver l'hôtel, etc. Comment tu mesures la performance de ton agent ? Voilà. Nous, on pourrait potentiellement, et c'est ce qu'on vise aussi, à se positionner sur ce créneau-là. Voilà. Un peu comme les chercheurs d'or, il y a les chercheurs d'or et les vendeurs de pioches. C'est intéressant. Déjà, vous avez à le faire en interne et puis après, tu proposes à tes clients. Hyper intéressant. Exactement. J'aime beaucoup. Et partons maintenant sur cette dernière partie de l'épisode, sur tes convictions. J'aime beaucoup parler de ça, ta vision des choses. Oui. Quelle est ta conviction aujourd'hui sur l'évolution du rôle du product manager? Est-ce que tu sens qu'il y a des attentes qui sont un peu différentes, des moyens mis à disposition qui sont un peu différents depuis un an? Et est-ce que tu vois le rôle évoluer d'une certaine manière ou d'une autre? Alors, j'ai des intuitions, j'ai pas des convictions. Je suis pas Renommons ce passage intuition. Non, je suis pas un ayatollah des. Moi, ce que je pense, ce que je vois, ce que j'observe, c'est, on en a parlé un peu, c'est la logique de profitabilité et remettre le business au cœur de tout ce que fait le produit. Ce qui est un objectif d'ailleurs de Content Square. Exactement. Et c'est fondamental
parce que le produit, comme le marketing, comme le commercial, n'est qu'un moyen au service du développement du business de ton entreprise. Et je pense que pendant trop longtemps, on a été un peu dogmatique sur la façon de faire du produit et pas assez ancré sur la réalité terrain des entreprises et du besoin d'eux. Donc ça, l'évolution pour moi du product manager va dans le sens du quelqu'un qui est davantage conscient, au courant, informé, compétent dans la compréhension du modèle économique, des enjeux et des leviers de son entreprise. C'est indispensable. Ce que j'observe, évidemment, mais comme tout le monde, c'est qu'il y a un accès facilité à tout ce qui est build, donc le prototypage, la capacité à itérer rapidement. Ce qui, du coup, je trouvais intéressant parce que on en a parlé, et moi, je suis fondamentalement passionné par le craft produit, l'expérience utilisateur, à quel point c'est léché, c'est propre, etc. Et en fait, les outils d'aujourd'hui nous permettent de reléguer ça au second plan. En deux prompts, voilà, ça y est, c'est torché. Tu n'as pas forcément une super interface, mais tu as quelque chose de suffisamment pertinent pour pouvoir être testé et mis dans la main des utilisateurs. Ce qui renvoie du coup à, tu es obligé en tant que PM et en tant que gens du produit de manière générale à t'intéresser davantage à la valeur que tu vas fournir et aux autres dimensions que sont, ok, vu qu'il est si facile aujourd'hui de produire ça ou de tester ça, comment je suis différenciant si je lance ça demain? Qu'est-ce qui empêche n'importe quel kidam un peu partout dans le monde de faire exactement la même chose? Donc, les questions qui viennent, c'est ce sont quoi mes éléments de différenciation? C'est quoi les canaux de distribution que je vais privilégier? C'est quoi le modèle économique que je peux envisager? Donc, en fait, tu t'en viens à te poser des questions qui, jusqu'à présent, étaient plus de l'ordre de ce qu'un senior PM, voire un head-off, voire un VP, autre métier, d'ailleurs, voire un autre métier se poser. Ça devient quasiment cœur dans ce que tu dois savoir maîtriser en tant que product, pour ne pas juste te voir devancer demain par n'importe quelle IA et potentiellement un marketeur qui dit « Ok, j'ai besoin de ci ». Tu vois, la dimension purement faire est moins importante que le pourquoi, le acquis, le comment. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Tu dis que tu as un peu évolué en fait, dans ta façon de voir la chose, là où à une époque, tu étais plus orienté, allez, je vais vulgariser la chose, mais sur le côté méthodologique. Ouais. Aujourd'hui, tu vas beaucoup plus pousser à faire et à tirer des apprentissages de ce que tu as entrepris. VS ce que tu faisais dans le passé, quoi. Et anticiper en fait. Vu que le temps pour pouvoir faire, il est réduit. Enfin, je veux dire, en un week-end, tu sors en proto, tu le testes, tu le mets dans la main d'utilisateur et tu confirmes ou t'infirmes que ton idée de business ou de fonctionnalité, elle tient la route ou pas. En un week-end, c'est torché, c'est fini. Donc avant, tu étais sur la méthodologie, puis je fonctionnais en agile, je vais faire mon sprint, je vais faire un proto, je vais faire la disco, je vais utiliser un UX research, etc. Enfin, je veux dire, tu peux passer 3 mois à ne pas te confronter à la réalité. Là où, aujourd'hui, en 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, tu peux avoir quelque chose dans les mains et tu te confrontes time to value. Donc ça c'est un énorme changement qui, pour moi, fait que le centre de gravité de la valeur des PM demain, il va être justement dans ce que je propose s'intègre parfaitement avec la strate de mon entreprise. J'ai réfléchi à comment je peux être différenciant et positionné de manière intelligente et capitaliser sur ce que je sais faire. Donc, tu as besoin de bien comprendre le business dans lequel tu évolues. Tu ne peux pas te permettre de ne pas comprendre ton secteur d'activité. Tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir ce que font tes concurrents. Tu ne peux plus te permettre de ne pas savoir en quoi ta solution est différente de celle des autres, etc. Parce que le temps à faire, il est réduit à néant. Ça, c'est une grosse différence, je pense. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, j'étais en atelier lundi matin et c'est vrai qu'on essayait de réfléchir à une manière d'optimiser un parcours et on s'est branché sur le Webull et c'est vrai que je sais pas, tu dois attendre 45 secondes et j'ai ma première solution qui est sortie et tu vois, je l'ai présentée à nos clients et je me suis un peu senti con en face. Je me suis dit, mais zut, genre, je leur montre qu'en fait, ce que je fais est hyper simple et hyper accessible. Et en même temps, je me suis dit après, écoute, trop bien. Parce que du coup, ça veut dire que tu leur montres que tout le temps que tu vas passer après, c'est soit pour effectivement aller faire ça de façon beaucoup plus stable, mais soit pour aller encore plus approfondir le sujet. Tu vois. Donc, c'est assez déroutant et en même temps, tu te dis c'est tellement puissant que en fait, je ne vais pas le cacher et je vais le montrer et ça va me permettre d'avancer encore plus vite, quoi. Exactement, c'est un accélérateur. Ces outils-là sont des... Alors, ça ne répond pas à la question fondamentale product management et l'évolution, mais ces outils sont des accélérateurs qui te permettent de te concentrer sur la valeur à venir du PM qui est la réflexion, la compréhension du marché, compréhension du modèle éco, qui,
Et à nouveau, je reviens là-dessus. Je pense que quand tu débutes dans le métier, c'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, Complètement. moi, ça fait 20 ans que je travaille, produit, business, marketing, et c'est encore des sujets, comment tu positionnes ton produit, la stratégie, la vision, c'est jamais des sujets simples. Et je pense que le niveau d'attente, il va augmenter pour des gens qui, jusqu'à présent, à qui on demandait plus de faire. Moi, j'aime beaucoup les PM qui sortent d'une aventure entrepreneuriale, tu vois. Je suis d'accord. Alors bon, il y a plein de profils qui sont intéressants, hein, c'est pas ça le débat du jour. Mais c'est des PM qui, mine de rien, se sont demandé comment un jour ils allaient pouvoir rentabiliser une feature. Exactement. Et donc, je trouve que ce point de départ est intéressant. Ouais, mais ça revient à se dire, si c'était mon argent, c'est mon argent, comment je l'investis, Ouais. qu'est-ce que j'en fais, à quoi je Ouais. passe mon temps. Et donc, on en revient à ces éléments de comment je vais maximiser l'argent, comment j'évite qu'un concurrent, demain, il vienne, il copie un copycat qui arrive et qui débarque sur le marché. Qu'est-ce qui Complètement. fait que moi, je suis différenciant? Quand tu as eu une expérience entrepreneuriale, quand tu as galéré, parce que quand tu démarres en entrepreneur, personne ne te connaît, personne ne t'attend. Comment tu te fais connaître? C'est quoi ton positionnement? Quels sont les leviers qui te permettent d'activer rapidement? C'est quoi la rentabilité des trucs là, etc., etc. Comment tu as un MVP qui te permet de loquer tes premiers clients pour travailler la suite? Et donc, c'est une façon de penser qui est très holistique, qui est très orientée business et qui, effectivement... Mais qui est hyper transposable aux attentes que tu pourras avoir demain d'une Exactement. tribe qui fonctionne chez toi Exactement. en autonomie sur un C'est sujet. l'objectif. Ouais. Hyper intéressant. Merci Gabriel pour notre échange du jour. C'était super intéressant Merci à d'avoir toi. un peu plus de détails sur ton parcours et puis de voir comment aujourd'hui vous étiez structuré chez Content Square et quelles étaient les grosses ambitions. On vous souhaite le meilleur pour ce rapprochement des 3 produits, que Content Square soit vraiment la référence dans ce secteur-là. Et puis écoute, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On s'y fera une joie d'y répondre. Et à très bientôt. Merci beaucoup.